Duncan et Harald, vous êtes aux côtés de Malcolm Branfield, ton oncle, dans un immense canyon. Vous êtes frappés par le soleil du désert, il fait une chaleur étouffante, il y a une atmosphère absolument irrespirable dans ce grand canyon qui est constitué de roches orangées. Vous avez suivi la trace de l'armée de Daenerys, la trace laissée par les Immaculés en espérant pouvoir rapidement rejoindre son campement, ses troupes et ses armées de mercenaires. Vous êtes posé dans le sable pour essayer de vous remettre un petit peu, mais vous savez que la Légion perdue est à vos trousses. Et il y a Malcolm qui dit es-tu sûr que la fille reviendra? Beshka? Ouais. Oui. Oui, on peut lui faire confiance. Ouais, excuse-moi de douter, mais ça fait quand même un moment qu'elle est partie. Oui, bah c'est normal, elle fait les choses bien. Mon neveu, tu sais que tu es connu pour avoir donné ta foi à des femmes qui ne méritaient pas tant d'attention. Oh non, je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir. C'est pas... C'est une sœur pour moi. C'est une sœur pour moi, c'est une sœur d'armes. Enfin, un moment qu'on voyage ensemble, on se fait confiance. Non, c'était pas ma question, je parlais juste de la capacité de jugement de Duncan. Bah, je pense que j'ai dû m'améliorer avec les années. À ce moment-là, Beshka, tu reviens, tu effectivement n'as rien vu. Tu penses que vous avez encore une petite marge devant vous et que vous pouvez encore avancer avant de vous faire rattraper. Rien à signaler, la voie est libre pour l'instant, Ah, en tout cas. c'est bon à entendre. Là, je me sens pas de repartir, j'ai beaucoup trop mal, je me vide de mon sang, j'essaie d'éponger ce qui ressort, mais là c'est compliqué. Le plus vite on arrivera à un campement, le plus vite on pourra vous soigner, Harald. Pas possibilité de se cacher juste quelques heures et histoire que je reprenne des forces On et est après presque, on est repartir. vraiment pas loin. Dans ce canyon, il n'y a absolument aucun lieu où on peut être en sécurité. Très bien. Il n'y a même pas d'ombre. Et ben je vais serrer les dents et puis on va y aller. Il y a combien d'heures de marche avant de retrouver le prochain Encore camp? une journée. Quoi. Une journée? On peut le faire, on a vu pire. Ah oui, ça on avait pu, hein, ouais. Est-ce qu'il nous reste de l'eau? Tu prends ta gourde, tu la secoues et tu sens que vous arrivez vers le fond, quoi. Harald, je serai vous, je conserverai le peu d'eau qui nous reste. Nous avons encore beaucoup de marche. Putain, c'est Il reste quelques gouttes, Je suis un peu inquiet parce qu'il reste vraiment plus rien dans la gourde. Mais bon bah allons-y, perdons pas plus de temps et marchons. Vous avancez dans cet énorme canyon, toujours sous ce soleil et cette chaleur étouffante. Vous marchez pendant des heures et d'un coup, vous arrivez dans un embranchement du canyon et vous voyez qu'il y a un énorme éboulis qui fait au moins 8 à 10 mètres de haut. Des énormes rochers sont effondrés et bloquent totalement le passage du canyon. Putain. Oh non. Comment on peut avoir autant de poids dans une seule et même journée? Enfin, C'est pas possible. Ça c'est un cul-de-sac. Merci mon oncle. Est-ce qu'il y a d'autres chemins? J'escalade un petit peu pour voir s'il n'y a pas une petite ouverture, un truc qu'on peut dégager. T'essayes d'escalader et tout de suite la roche s'effrite et tu tombes de quelques mètres sur le sol. C'est pas mal, mais tu sens que cet énorme éboulis est complètement instable et que... On peut rien faire. Bon, essayez de trouver un passage, essayez de trouver peut-être une autre solution. Je sais que lors des pires hivers qui frappent la région, le fleuve Shakazadan, il déborde, il remplit ses canyons et je sais que l'eau s'écoule en créant des grottes, des ouvertures peut-être qu'on peut trouver. Ah bah oui, un tunnel, Harald, ça te dirait? Bah fouillez la région, moi je me pose, je m'assois et je vous laisse chercher. On y va? On se sépare et on essaie de regarder un petit peu partout sur le terrain, quoi. Donc vous répartissez un petit peu, toi Duncan, tu regardes en hauteur s'il n'y a pas des renfoncements, et à ce moment-là, Beshka, t'entends un petit... T'entends comme de l'eau qui ruisselle quelque part. T'as comme un écho d'un ruissellement d'eau. Est-ce que ce serait pas une grotte? Bah, effectivement, tu vois, t'as une embrasure, en fait, t'as une fissure dans la roche qui semble mener c'est un passage dans lequel tu peux passer une personne après une personne, faut vraiment se faufiler. Mais tu penses que vous pouvez vous y glisser et que ça doit amener quelque part, en tout cas tu as cet écho-là qui vient de cette direction. Les garçons, je pense qu'on a trouvé, Beshka a peut-être trouvé un passage. J'aide à se relever à Harald et allez, c'est reparti. Duncan, tu soulèves Harald et tu le mets sur ton épaule et à ce moment-là, t'entends le bruit d'un carreau d'arbalète qui file et tu te prends un carreau d'arbalète dans le dos et tu vois sur un bout de roche surélevée un homme de la Légion perdue avec une arbalète qui est en train de recharger et qui crie La Davarish Tosashi. Vas-y, relève-toi en cours. et tu vois tu entends des bruits de course et des hommes de la Légion perdue qui sont à vos talons. Tu pousses Harald, voilà, tu le tires, Duncan tu te faufiles juste derrière lui
Et au moment où tu te glisses, tu as un coup d'épée qui frappe sur la roche à côté de toi. Tu vois ces hommes de la Légion perdue qui commencent à se faufiler derrière toi en hurlant. Je vois le mec qui arrive dans la faille, je prends une de mes haches, je la lance. Elle rebondit sur son épaule. Ah, il pousse un cri de rage. Allez, allez, avancez! La faille, elle s'évase et vous arrivez dans ce qui semble être une grande grotte. Il y a un petit chemin qui amène à une plus grande grotte encore. On les retient avec Malcolm. Dépêchez-vous d'aller voir s'il n'y a pas une sortie au bout du petit chemin là-bas. Allez, viens, on y va vite! Ok. Et vous revenez, vous nous suivez! Dépêchez-vous les garçons! Et chla, il met un coup d'épée au premier homme qui passe. Duncan, tu as Harald sur l'épaule, tu cours, tu arrives dans cette immense grotte qui est pleine de stalactites, de stalagmites. La grotte est éclairée puisque tout au fond de la grotte, vous voyez qu'il y a une énorme ouverture, il y a juste à monter quelques rochers pour aller à l'extérieur. Vous avez devant vous cette espèce d'énorme rangée de stalagmites. Vous courez à travers cette grotte et vous voyez des cadavres d'animaux complètement brûlés, des carcasses noircies. Duncan, tu shootes dans ce qui a l'air d'être une espèce d'énorme dent crochue. La sortie est juste là, on en a pour 2 minutes. Voilà. Va aller chercher. Voilà. Le rocher devant vous, voyez qu'il fait une espèce de grand mouvement fluide comme ça. Vous entendez un bruit sourd, une espèce de grondement. Vous voyez une crête rouge hérissée de pics qui passe derrière les rochers et se relève une tête immense avec une gueule pleine de dents, 2 yeux rouges de la tête d'un homme qui se plonge dans les vôtres. Vous entendez ce grognement caractéristique au moment où ce dragon il avance vers vous. Avec ses énormes pattes, il déploie ses grandes ailes et il semble intrigué par votre présence et il se rapproche à quelques mètres de vous. Il y a un espèce de sifflement horrible qui sort de sa gueule au moment où il se place devant vous. My king is gone away. The bells are toning for winter's hounds, and there is no saving enough to make tomorrow a glowing day. There's your mother, and there's your kin. Shall they be home when battle comes? Shall they be home when you be gone? My king is gone away. Il y a un membre de la Légion Ardente qui arrive à frapper Malcolm au niveau de la poitrine, il est obligé de reculer, il lui rend le coup, il est obligé de reculer dans la grotte, il lui laisse l'espace à cet homme pour passer. Tout en reculant vers l'entrée de la grotte, j'arrive à trancher la gorge du légionnaire qui était sur Malcolm. Rouillez-vous là-haut, vous faites quoi là? Je suis face au dragon et complètement ébahi, avec un grand sourire. Ça y est, je découvre cette bête incroyable. Toi, Duncan, t'es complètement terrorisé. Toute la paroi, je me recule même si j'arrive plus. Tu t'éloignes d'Harald, tu tombes par terre, t'es complètement impressionné par cette bête qui commence à faire claquer ses ailes et à hurler dans un signe un petit peu agressif. Voilà, Harald, elle est vraiment au-dessus de toi. Je tente même de m'approcher un petit peu, hypnotisé par cette puissance qui apparaît devant nous, donc j'arrive un petit peu face à elle. Il retombe au sol comme ça et tu vois sa gueule qui s'approche de toi, tu sens qu'il est énervé, en plus il y a tout le bruit du combat qui commence à se répercuter dans la grotte. Et là j'entends en fait c'est les échos en fait de ce qui se passe autour de moi, j'entends qu'il y a une bataille et finalement je me rends compte que c'est un dragon en face de moi. Il y a un peu d'inquiétude quand même qui apparaît parce que je le vois agité. Duncan, tu vois la gueule du dragon qui s'ouvre et tu vois au fond de sa gorge cette pulsation orange qui monte, qui monte, qui monte. Il y a un énorme geyser de feu qui se lance vers toi et qui t'engouffre.
Beskha, tu entends ce cri horrible, tu entends le cri d'un monstre. Tu recules en enchaînant coup sur coup avec les membres de la Légion perdue. Tu sens que tu es quand même quasiment à bout de force. Et là, tu arrives dans cette énorme grotte et tu vois cette énorme bête monstrueuse avec des ailes rouges monumentales qui bat des ailes qui s'élèvent en haut dans la caverne. Harald, tu tombes à genoux et tu sens toute ton armure qui a fusionné à ta peau. Tu te sens obligé de l'enlever. Tu arraches toute ta peau avec ton corps. Tes cris, ça rend le dragon encore plus fou qui vole. T'as tous les membres de la Légion perdue qui rentrent en courant dans la grotte, qui frappent encore une fois Malcolm au bras qui vraiment a l'air d'être à bout de force. Et là il voit le dragon, c'est un peu la panique, tout le monde crie en haut valérien. Tu as un homme un peu paniqué qui tire à l'arbalète sur le dragon, ça ricoche sur son écaille, mais ça l'énerve encore plus. Il vole et il tombe au milieu de la Légion perdue et il commence à mettre des coups de tête et des coups de queue au milieu de la mêlée. Il y a Harald qui est en train de cramer à côté de moi, les hommes qui arrivent, je suis totalement en panique. Première fois que je vois une bête comme ça, je tâtonne un peu en étant contre le mur pour essayer de m'avancer, pour le contourner. Je tombe sur la dent de dragon sur laquelle j'avais marché, je reste fermer la main dessus frénétiquement. Je commence à quand même tendre la main vers Harald, mais j'ose pas le toucher. J'ose rien faire en fait à ce moment-là, je suis terrifié. Je suis à moitié dans les vapes, je conscience de rien, la douleur est trop forte. J'avance en hurlant et en agitant mes épées pour essayer d'intimider le dragon qui me laisse passer. Ça le fait un peu paniquer, il bat des ailes, il s'élève un peu dans les airs. Tu as un homme de la Légion perdue qui essaie de lui jeter une lance. Et c'est un énorme torrent de flammes qui sort de sa gorge, qui brûle les deux hommes qui sont à côté de toi, qui sont complètement brûlés dans leurs armures, ils tombent au sol complètement calcinés. Et toi tu arrives à passer un petit peu dans la panique. Duncan, tu es en train de te relever, tu vois la sortie. D'un côté tu as Harald qui est complètement brûlé. De l'autre il y a Malcolm qui est très mal en point, qui a le bras qui saigne et qui est en train d'essayer de parer les coups d'un homme de la Légion perdue. Je me dis que je peux rien faire pour Harald actuellement. Il va me falloir de l'aide pour le porter et pour le décaler, donc je vais aller vers Malcolm. Tu cours vers Malcolm et là tu as un carreau d'arbalète qui te transperce le genou. La douleur est horrible, insupportable, tu tombes à terre immédiatement. Tu sens que ton genou est complètement brisé et ce carreau te transperce presque l'intégralité de la jambe. Debout mon garçon, debout! Il faut qu'on parte de cette grotte vite! Et j'arrive à hauteur de Duncan et je lui prends l'autre bras pour essayer de le mener encore plus vite de la sortie. En regardant mon ventre, ma peau arrachée, la peau qui est restée dans mon armure à l'intérieur, et je m'écroule et je suis à deux doigts de tomber dans les vapes. Alors il y a plein d'hommes de la Légion perdue en fait qui s'enfuient face au dragon, voilà, quand ils ont vu leurs amis qui ont essayé de l'attaquer se faire brûler vif. Tu as le dragon qui crache encore un jet de flamme pour les faire fuir. Il y a Malcolm qui passe à côté de Harald, qui commence à aller vers l'éboulis qui marque la fin de la grotte. Vous deux vous arrivez à sortir à l'air libre. Toi tu es en train de ramper sur ta jambe et vous voyez Harald et Malcolm qui sont restés derrière. Je redescends et j'essaie de porter Harald. Au moment où tu arrives vers Harald et Malcolm, tu vois la bête qui se retourne, le dragon qui se retourne et qui avance tout doucement vers toi comme ça. Et tu as face à toi ces deux hommes complètement blessés l'un l'autre qui n'arriveront pas à monter sans toi. Il y a Harald et Malcolm qui sont loin devant moi, le dragon s'est retourné. Harald est complètement défiguré, allongé, en train de hurler de douleur. Malcolm est très mal en point. Dorkener Melerebo, que la chance soit avec vous. Et je me retourne et je remonte, je ressors de la grotte pour aider Duncan à continuer à marcher. Elle te chope par le col, elle te traîne comme ça. Allez, on peut plus rien pour eux. On peut plus rien pour eux. Ah mais il faut encore qu'on... Tu vois Malcolm qui se relève comme ça, qui se retourne avec son épée, et tu as cette espèce d'énorme bête qui arrive au-dessus de lui et qui se retourne vers toi et tu vois qu'il te dit quelque chose mais tu n'arrives pas à l'entendre et il y a la gueule du dragon qui se referme. Tout de suite, tu vois qu'il est traîné au sol et son corps est quasi immédiatement coupé en deux. Et la bête se concentre sur lui, il le dévore et brûle son cadavre. Harald, t'as les flammes de la bête qui t'aveugle. Tu arrives à te relever sur ta hallebarde. Ah, j'essaye de voir, je vois la lumière au bout. Allez, j'ai encore quoi, 20-30 mètres à faire. Le fait qu'il ait brûlé ton abdomen, tu sais que ta vieille plaie que tu as vue dans l'auberge, quelque part a été cautérisée. On va dire, grâce à la brûlure du dragon, je perds plus de sang. C'est cautérisé. Il me reste juste à trouver des dernières forces dans les jambes pour pouvoir monter ces quelques rochers et aller jusqu'à la lumière du soleil que je vois. Vous voyez Harald qui sort rampant et juste au-dessus de lui, il y a le dragon qui apparaît, qui sort de la grotte, qui bat des ailes et tout de suite qui s'envole dans les cieux, vole à plusieurs dizaines de mètres en l'air et il fait quelques pirouettes. Il vous survole et vous le voyez repartir.
Je regarde ça de manière un peu éblouie et en même temps je me rends pas compte de qu'est-ce qui s'est passé ces dernières minutes. Et je m'évanouis, les dernières forces m'épuisent. Au moment où tu as été engouffré dans les flammes, tu as cette dernière vision avant de t'évanouir. Tu te dis, tu as l'impression, au fond de la gueule du dragon, dans ce gouffre de flammes qui t'a enveloppé, tu as l'impression d'avoir vu quelque chose. Gareth, Owen et Trébor, vous vous regroupez dans la grande cour du Château Noir, la cour boueuse et sinistre de Château Noir, et vous êtes réunis avec toutes les nouvelles recrues, puisqu'apparemment c'est le jour où la garde de nuit va décider de vos différentes assignations. Vous vous réunissez avec les nouvelles recrues devant la grande estrade, sur laquelle est attendu Griffroy pour son discours. Bon alors, vous voulez quoi, vous? J'en sais rien. Tu serais bien en génie, toi. En quoi? Au génie. C'est quoi ça? Tu verras. Et toi? Patrouilleur, ranger, j'espère. Je cherche Donia. Tonia? Ouais. Je suis sûr que quelqu'un me l'a volé. Si je trouve celui qui a fait ça, je vous jure, je pense que c'est lui là-bas avec sa gueule de con là. Ah oui, je crois que c'est lui, ouais, je l'avais vu le faire. Il a l'air bizarre. Je vais me le choper ce soir. Et sinon, il y a des saisons ici ou pas? Je suis pas persuadé. Putain. Va falloir s'habituer au froid plutôt. En tout cas, je pense que ouais, t'aurais ta place avec Ranger. Je t'ai vu avec ton arc, impressionnant. Regroupez-vous, il dit Griffroy, il est en train de montrer sur l'estrade. Bien, jeunes recrues. La plupart d'entre vous risquent de trépasser rapidement, mais ceux qui survivront deviendront des hommes de la garde de nuit. Peut-être même que l'homme qui se tient à vos côtés vous sauvera la vie. Peut-être que c'est vous qui la lui sauverez. En attendant, nous attendons beaucoup de nos nouvelles recrues. Et nous attendons de vous que vous prêtiez serment à la fin de la journée. En fonction de ce qu'on a vu, nous avons désigné différentes assignations pour vos futurs postes à Château Noir. Tâchez de vous en montrer digne. Wendell, au génie. Mainford, au génie. Edgar, au patrouilleur. Damron, à l'intendance. Cutter, à l'intendance. Renard, au patrouilleur. Trébor, patrouilleur. Et enfin Gareth, patrouilleur. C'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui viennent de loin du sud, vous avez un septuaire. Un Château Noir, vous pouvez prêter vos vœux. Pour les autres, les Nordiens, vous pouvez aller prêter allégeance devant les barrals blancs à l'extérieur du mur. T'es pas trop déçu? Si, je vois pas pourquoi ils m'ont mis à l'intendance. Mais demande une réclamation, je sais pas, enfin montre tes talents à l'arc. On peut faire, Peut-être que ça les ferait changer d'avis. on peut faire des réclamations, genre, moi je crois que c'est fini quoi, je partirai jamais patrouiller. Putain, mais reste à l'intendant, je crois qu'on se gêne encore plus en tant que patrouilleur. Ouais, Moi, ça le froid je m'en fous, moi je veux juste aller de l'autre côté du mur, voir ce qu'il y a. Ah. Je veux y aller. Enfin, Tu vas aller voir s'il y a des patates? non, je veux juste aller de l'autre côté. Pourquoi toi t'es patrouilleur, toi tu voulais aller de l'autre côté? Pour plusieurs raisons. Oui, tu veux aller de l'autre côté, donc tu comprends si je dis que je veux aller de l'autre côté aussi. Je veux défendre le royaume, je veux avoir un vrai rôle à jouer, simplement. J'ai pas envie de J'ai pas envie de faire à me mettre manger. Pas envie de me mettre derrière un bureau, je sais même pas écrire à l'intendance, qu'est-ce que je vais faire moi? Bah moi à ta place, j'irais porter réclamation. Tente le coup, ça coûte rien. Et puis nous on est ensemble du coup. Ouais, mais le seul avantage d'être patrouilleur, c'est que tu peux crever l'épée à la main. Et ça, c'est quand même bien, quoi. Ouais, puis moi mon avantage c'est que j'aurais pu me battre avec toi. Enfin, plus contre toi plutôt, mais avec toi. Tu penses qu'il y a beaucoup de combats avec le-delà du mur? Bah, oui, je pense qu'il y a que ça qui nous attend. Massacrer les sauvages. Ça te plaît ça? Ouais, ça me plaît bien, ça. Ok. Et toi, vous êtes un monseigneur, vous pouvez pas parler pour moi pour que je vienne avec vous Mais je suis pas monseigneur, je suis comme toi, un frère de la garde de nuit. Maintenant, tous les titres ont disparu. Bon, t'as l'air un peu monseigneur quand même. Il y a Non. Sino qui t'appelle, il y a l'autre en capuche qui te parle. Je crois que t'es un peu quelqu'un, hein? Ah, je suis personne, mais à C'est un propos, monseigneur, ça. Ouais. à propos de Snow, va voir avec lui directement, il a l'air assez conciliant. Parle-lui de tes aspirations et montre-lui ce que tu vaux un arc à la main. Ceux qui veulent prêter serment devant les barrals, venez avec moi. Moi je vais aller prêter serment au Baral. Je suis un Nordien, c'est là qu'est ma place. Je veux aux anciens dieux aussi. Bah moi, de base, tu sais d'où je viens, on vénère la mère Rhône.
Mais bon, maintenant que je suis dans ce trou perdu, quitte à faire serment, que ce soit devant un fleuve, devant un arbre, n'importe quoi, je préfère venir avec vous. Trébor, pourquoi je vois ta sale gueule avec nous? T'as décidé de changer de coutume? Ouais. Et alors? Je peux pas prêter serment où je veux? C'est... peu m'importe. Du moment que ton serment, tu le respectes. Allez, suivez-moi. Et donc, vous partez avec plusieurs recrues. Il y a plusieurs membres de la garde de nuit installés qui vous accompagnent. Et vous voyez que Jon Snow part avec vous. Et il y a aussi une main qui se pose sur ton épaule, Gareth. Et tu as Cale qui te dit toujours un grand moment de prêter serment et de jurer sa vie à la garde de nuit. J'aurais raté ça pour rien au monde. Là, je prends sa main, je l'enlève d'un coup sec et je lui dis, me touche pas, toi. Je ne sais pas ce que je t'ai fait personnellement, Gareth, mais apparemment, tu n'as pas l'air d'avoir digéré la chose. Là, j'écoute même pas la fin de sa phrase et j'avance. Moi, je trottine à côté de lui et je veux juste lui demander c'est qui ce mec? Tu le connais? Ouais, je le connais. C'est un traître. Je fais jamais confiance. Ok. Vous devriez vous taper dessus. Ça a marché entre nous. Peut-être, Trébor. Je garde ça dans un coin de ma tête. Gareth, Cotter et Trébor, vous êtes dans ce grand cortège de membres et de frères de la garde de nuit. La plupart d'entre eux ont des torches et vous êtes en train d'avancer sur un petit sentier au milieu de cette immense forêt aux pins millénaires complètement recouverte de neige. Vous avez un blizzard saisissant qui secoue les branches des pins autour de vous et votre procession avance dans un silence quasi religieux avec les membres importants de la garde de nuit qui escortent votre petit cortège de jeunes recrues. Vous vous rendez vers le lieu sacré, un lieu dans lequel la garde de nuit prête serment devant des grands barrals blancs, des arbres aux feuilles et à la sève rouge qui sont marqués dans leur tronc puisque des visages ont été incrustés à l'intérieur par les enfants de la forêt il y a des milliers d'années. Parmi les membres de la garde de nuit qui vous entourent, il y a Griffroy, Jon Snow, et tu as Cale qui te dit « Eh bien Gareth, il semblerait que le destin nous lie à jamais. Dans quelques minutes, je pourrais t'appeler mon frère. » Toi et moi, on sera jamais frères, quoi qu'il arrive. Et je mourrai. Il y a Jon Snow qui s'approche de toi pendant que vous êtes en train de marcher et qui te dit Gareth, les vœux de la garde de nuit sont ta vie. Et peu importe le passé des gens qui t'entourent, ce sont tes futurs frères et c'est sur eux que tu devras compter. Et tu m'as promis de faire un effort pour ne pas créer de conflit avec tes futurs frères jurés. Mais tu sais ce que lui, il a fait? Je sais. Je sais ce que toi, tu as fait aussi, Gareth. Je sais ce qu'ont fait chacun d'entre eux qui sont ici autour de nous et chacun de ceux qui vont prêter serment. Tu lui fais confiance. Notre passé disparaît avec nos serments, Gareth. Nous sommes des frères, nous devons nous serrer les coudes face à la tempête qui vient. Je suis allé au-delà du mur et j'ai vu l'armée de Mance Rider et les dizaines de milliers de sauvageons qui l'accompagnent. Je peux te dire que eux, quelles que soient les circonstances, ils se serreront les coudes. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas nous reposer sur les autres. Parce que Cale est patrouilleur. Cale est patrouilleur, oui. Vous serez peut-être amenés à voyager ensemble. Je vais faire mon possible. Tu vas bientôt prêter serment. Va le voir, dès maintenant. Et essaye de enterrer l'âge de guerre. Très bien. Donc à contre-cœur, je m'approche de Cale. Je me tourne vers moi, d'une main ferme. Eh bien, Gareth, je croyais qu'on ne se parlait plus. Son visage a été marqué par 3 ans sur le mur, mais il a toujours ce sourire un peu béat et cet air un peu légèrement supérieur. Ce petit sourire que t'as sur ton visage, je pourrais jamais m'y faire. Mais on sera peut-être amenés, toi et moi, à aller partir combattre ensemble de l'autre côté du mur. Et je vais devoir t'appeler mon frère. J'oublierai jamais ce que t'as fait. Mais est-ce que moi je peux te faire confiance? Ce que j'ai fait, je l'ai fait il y a bien longtemps, mais c'est une décision mûrement réfléchie. Et Gareth, je n'ai jamais eu de grief contre toi, contre la famille des Forrester. Je l'ai fait pour me sortir d'une situation qui m'apparaissait désespérée. Et tu repenses à ton cousin des fois? Je ne suis pas sûr que lui il pense beaucoup à moi, de là où il est. Et tu regrettes? Je ne regrette pas la décision que j'ai prise. Mais je regrette évidemment d'avoir eu le malheur d'atterrir ici. Mais ce sont nos choix qui dictent nos destinées, Gareth.
Et bien que tu aies l'air de vouloir être un parangon de vertu et d'honneur, il se trouve que tu te retrouves ici avec moi dans la même situation. Effectivement, c'est mes choix et mes actes qui m'ont propulsé par ici, mais si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Tout comme moi. Comme quoi, tu vois, nous ne sommes pas si différents que ça, Gareth. Je n'ai aucune forme de haine à ton encontre, Gareth. Et peut-être même que dans un avenir pas si lointain, tu m'appelleras mon frère, et sans mauvaise arrière-pensée. Et il te tend la main comme ça. Je vois que derrière lui, il y a John qui me regarde, qui me fait un geste de tête pour me pousser à lui prendre la main. C'est ce qu'on verra. Et je retourne vers John. Tu vois qu'il baisse la tête et il continue de marcher dans le cortège. J'essaye de prendre mon courage à deux mains et nous diriger vers Snow. Lord Snow, Cotter, je ne suis pas Lord. Appelle-moi John. Bien, monsieur John. Je comprends pas mon... Je suis désolé de vous importuner, mais je comprends pas mon assignation. Je voulais partir avec mon seigneur de l'autre côté du mur, voir ce qu'il y a à voir et être utile là où je serais utile. Et je comprends pas pourquoi on m'a mis à l'intendance. Je suis persuadé que Griffroy est parfaitement apte à décider quel poste vous conviendra le mieux. John, si je peux me permettre, j'ai vu Cotter l'arme à la main. Je l'ai vu tirer à l'arc et je peux te garantir que j'ai rarement vu ça. Peut-être, mais nous avons besoin de guerriers qui sont doués dans tous les domaines, et Cotter ne s'est pas révélé très apte à manier l'épée. Et je suis persuadé qu'avec le temps, tu trouveras ta place dans la garde de nuit et que l'intendance te siera à merveille. Je te ramènerai des patates. C'est quoi ton passif avec le mec à la lance là? Il était prêt à trahir sa famille. Tu peux pas lui faire confiance, crois-moi. Ah ouais? Non. Tu sais, chez nous, enfin chez moi, à Dorne, la maîtrise de la lance est un art noble. Et je suis persuadé qu'il sait s'en servir. Je l'ai vu l'arme à la main. Et oui, effectivement, il sait s'en servir, mais c'est pas pour autant que c'est un fait un homme d'honneur, crois-moi. Ouais, je m'en doutais. Ça se voit, je sais remarquer quelqu'un qui sait se battre. Bon, même si je l'avais pas forcément vu chez toi. Vous arrivez dans cette grande clairière qui est cerclée par ces énormes arbres, les barrals blancs absolument magnifiques, aux feuilles rouges qui font une espèce d'énorme tache sanguinolente dans le paysage environnant. Et vous voyez effectivement ces visages avec la bouche ouverte qui ont été taillés dans l'écorce des arbres, qui donne une espèce d'aura à cette scène assez surréaliste. Et il y a Griffroy qui invite toutes les recrues à s'agenouiller devant les barrals. Et alors que vous plongez vos yeux dans les yeux de ces visages grimaçants, il y a la recrue qui est devant les autres, qui prononce ces quelques mots. « Dieux anciens, soyez témoins de mes vœux et entendez mon serment. La nuit se regroupe, et voici que débute ma garde. Jusqu'à ma mort, je la monterai. Je ne prendrai femme, ne tiendrai terre, ni n'engendrerai aucun enfant. Je ne porterai de couronne, ni n'acquerrai de gloire. Je vivrai et mourrai à mon poste. Je suis l'épée dans les ténèbres. Je suis le veilleur au rempart. Je suis le feu qui flambe contre le froid. La lumière qui rallume l'aube. Le corps qui secoue les dormeurs. Le bouclier protecteur des royaumes humains. Je voue mon existence et mon honneur à la garde de nuit. Je lui voue pour cette nuit-ci, comme pour toutes les nuits à venir. Bien, vous étiez des gamins quand vous vous êtes agenouillés. Maintenant relevez-vous comme des hommes et des frères de la garde de nuit. Et là vous relevez. Et il y a tous justement vos frères jurés qui viennent vous prendre dans leurs bras, voilà. Il y a John qui vous tend la main, qui te dit mon frère, mon frère, mon frère. Griffroy le fait, Kay le fait. Un petit rictus, voilà, mais il te regarde avec un grand sourire au moment où il te serre la main. Et vous voici désormais membre à part entière de la garde de nuit. Gareth, Cotter et Trébor, vous êtes en train de rentrer du bois sacré où vous avez prêté vos serments à vie pour la garde de nuit. Et vous rentrez dans l'enceinte de Château Noir, ému de ce moment marquant de vos vies. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Et toi, tu t'es rappelé de tout ton texte. Ouais,
Je vois que mon visage a un peu changé et bizarrement, le peu de plaisir que j'avais pu trouver ces dernières heures, c'est comme dissipé juste après avoir fait le serment. Donc je suis vraiment la tête basse, le regard noir et je marche un peu. Qu'est-ce qui va pas là? Rien. Si, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui se passe? Je viens de réaliser que je vais être là pour le restant de mes putains de jours. Ah, tu viens de le réaliser seulement maintenant? Bah, il va falloir t'habituer, ouais. Parce que cette vision-là, on va l'avoir pour un bout de temps. Et ça commence mal. On m'a volé ma putain de dague, c'était la seule chose qui me raccrochait. D'où je viens. Ah, Dounia? Do Nia. N'écorche jamais son nom. Ouais, autant pour moi. Là, vous êtes dans vos quartiers, vous rentrez dans les dortoirs et t'es en train de pester, de rager là-dessus. Et tu vois que dépasse de sous l'oreiller de Cotter une petite lame qui t'est quand même bien familière. J'ai un moment d'hésitation, puis d'un bond, je me dirige vers ce qui ressemble à cette espèce d'oreiller, je le saisis et je le jette pour voir si c'est bien ma lame. C'est ta lame avec le pommeau en forme de femme nue. Explique-toi. Oh, c'était juste une vanne, ça Voilà, va. calme-toi, tu vois bien qu'il a voulu juste faire une blague, c'est un grand farceur. Est-ce que j'ai une tête à rigoler? Pas là, non. Viens voir. Viens voir. Je m'approche tout doucement, genre je fais un pas, mais je me prépare quand même si jamais il veut m'en mettre une à sauter sur le côté ou à m'échapper. Et tout doucement, moi, dans ma main, je saisis un manche à balai qui traînait dans le coin de la pièce. Je manie très bien cette lame, donc d'un petit mouvement, je l'approche de sa nuque et je lui dis: toutes les personnes qui l'ont touché sont mortes. Je pense que tu vas être l'exception. J'espère parce que... Retouche une seule fois à mes putains d'affaires, je t'enterre. Gareth, tu le savais? Oui, mais oui, Je le confie Je le confie à très peu de monde. Tu parles de traître, mais t'es tout comme Kyle. Non, mais attends, Tu m'as menti. j'ai voulu... Tu m'as menti. Oui, bon, clairement, oui, je t'ai menti. Non, mais j'ai essayé de le protéger, là, parce qu'il voulait faire une blague, tu vois bien qu'il... On ne peut pas faire confiance à des voleurs. C'était une blague. Il avait mis sa dague sous son oreiller, il voulait pas te le voler à vie. Ça fait une nuit tout entière que je la cherche. S'il avait voulu me la rendre, il m'aurait rendu. Voilà ce qu'on va faire. Tu vois, Je ne peux rien avoir avec vous. Je saisis un meuble, je le jette par terre, je fous le bordel dans la pièce et je me casse dans une colère noire. Tout doucement, encore choqué par ce qui vient de se passer, je repose mon manche à balai, très satisfait de pas avoir eu à m'en servir. Bon, bah maintenant il va falloir trouver un moyen de se faire pardonner. Ça commence très bien. Vous entendez une voix rauque que vous connaissez bien dans l'encadrement de la porte. Et il y a Griffroy qui passe une tête dans votre dortoir. Tuttle, il y a quelqu'un pour toi dans la cour. Dépêche-toi. Donne-lui tes rations de nourriture pour les prochains repas, voilà. Et je m'avance et je suis Griffroy. Donc tu arrives en trombe un peu, Gareth, dans la cour de Château Noir et tu vois qu'il y a une grande charrette qui est en train d'être déchargée. Il y a plein d'hommes qui s'activent autour d'un bois que tu reconnais bien parce que c'est du bois de ferrugier. Et te tournant le dos à côté de cette énorme charrette, tu reconnais ton oncle William qui se retourne et qui, quand te voit, son visage se barre d'un grand sourire. Ah, Gareth! Un visage familier. Waouh, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Hein. Je suis tellement heureux de te voir, Gareth. Tout se passe bien? Comment vas-tu? T'as l'air d'aller bien. Jusqu'ici ça va, encore en vie, mais j'ai fait des rencontres assez troublantes. C'est-à-dire, c'est à quel sujet? Vous vous souvenez de Kyle, Bellian? On m'en avait parlé, oui. Eh ben, c'est un frère de la garde de nuit, c'est un de mes frères. Et c'est un patrouilleur, comme moi. Je vais d'ailleurs pouvoir aller au-delà du mur, comme vous me l'aviez demandé. Quand tu lui dis ça, il te prend par l'épaule et vous allez un peu vous isoler. D'ailleurs, Gareth, ce sont pas vraiment tes frères. D'ailleurs, pour sauver la famille Forrester, tu devras sûrement briser tes vœux. Je sais, je me souviens de ce que vous avez dit. Les choses vont mal à Ironras. Je suis au courant, oui. La nouvelle m'a profondément attristé. On essaye d'arranger les choses. On a une carte à jouer. Je me suis renseigné sur le Bosquet Nord. J'ai fouillé dans les affaires de Lord Gregor et j'ai trouvé un coffre secret. Lord Gregor tenait un journal qui cachait aux yeux de tous. Et dans le journal, une page était arrachée et cette page se trouvait dans le coffre secret. Il te tend une vieille page de journal, c'est comme une carte qui a été dessinée à la main.
La carte, pour l'instant, ne te rappelle rien. Tu vois juste qu'il y a des pins qui ont été dessinés dessus. Il y a une sorte de ruine. Très très au nord, il y a un mammouth qui a été dessiné. Voilà, sinon, c'est un enchevêtrement de montagnes, de rivières, mais qui, toi, ne te rappelle rien. Mais sur le côté de la carte, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est une phrase qui a été indiquée. Le bosquet nord sous l'œil vigilant du dragon de glace. Et bosquet nord et dragon de glace ont été soulignés. Et en dessous, tu as un magnifique dessin d'un baral blanc avec un visage incrusté à l'intérieur. Et juste au-dessus, tu as un petit symbole avec un arbre de la famille Forrester dessiné dessus. La forme de ce symbole, tout d'un coup, ça te revient à l'esprit puisque tu l'as toujours autour du cou. Ça ressemble parfaitement au collier que t'a donné Talia quand tu es parti de Iron Race. Je prends la carte dans les mains, je l'observe de toutes parts. Rapidement, je fais le lien entre le dessin et mon collier. Je regarde mon oncle et je... Gareth, qu'est-ce que c'est ce collier? Ce collier m'a été offert par Talia avant mon départ. Ah, oui, je me souviens maintenant. Lord Gregor avait donné un collier semblable à chacun de ses enfants. À Roderick, à Freya, à Duncan, à Talia et Aidan. Et quand tu le poses sur le dessin de la carte, il correspond parfaitement à la taille de ton collier. Tu te rends compte en fait qu'il y a un petit clip sur le côté de ton grand collier. Et en fait, tu te rends compte qu'il s'ouvre, il se déplie en 2, puis en 4. Et en fait, le dessin intérieur représente un baral blanc, l'intérieur d'un baral blanc. Et en fait, quand tu te le places sur la carte de Lord Gregor, sur le dessin du baral, tu te rends compte qu'il correspond parfaitement en proportion. Au milieu de ton collier, du coup, il y a un trou qui correspond parfaitement au nez et à la bouche du baral blanc en dessous qui a été dessiné sur la carte. Et en dessous du baral, il est écrit « Écoutez le baral blanc murmurer ». Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je dois comprendre à travers tout ça? Arrête, je n'en sais pas plus que toi, mais regarde, il semble que le baral corresponde parfaitement sur les cartes. C'est sans doute la clé. Il indique peut-être un endroit sur la carte, un lieu. C'est très bizarre parce que sur la carte, les ruines, les fleuves, tout ça, depuis le temps que tu es à Château Noir, tu t'es renseigné un petit peu sur les environs et même au-delà du mur, ça ne te rappelle rien. C'est très bizarre. La carte n'a pas l'air de correspondre à ce que toi tu avais appris de la région, au-delà du mur. Décide de disposer le collier d'une façon un peu différente sur la carte pour voir si ça peut révéler quelque chose de différent. Tu essaies de le mettre droit, puis de le tourner, et en fait tu te rends compte à un endroit qu'il y a un arbre qui, lorsque tu fais pivoter ton collier autour de cet arbre, en fait, correspond au dessin parfait de la bouche et du nez du baral blanc. Et quand tu le places parfaitement ton collier sur le dessin, tu vois que les différentes branches du baral correspondent en fait aux rivières, à des fleuves, à des sentiers qui sont tracés. Et tu te rends compte en fait que c'est toute la carte qui doit tourner et que ton collier permet de se rendre compte quelle est la bonne direction. Donc effectivement, tu fais basculer la carte. Oui, c'est ça. Tourne, c'est la carte qui doit tourner. Et au moment où tu fais pivoter la carte, là elle commence à te rappeler, en tout cas les zones proches du mur. Tu te dis effectivement que la bouche du baral correspond à l'emplacement du fameux bosquet nord. Gareth, te rappelles-tu les dernières paroles de Lord Gregor avant de mourir? Le bosquet nord ne doit pas tomber. Oui, mais pour pouvoir le protéger, Gareth, tu dois d'abord le découvrir. Lord Gregor parlait du bosquet nord comme d'une citadelle protégée du monde. Lord Gregor était parti il y a très longtemps en expédition dans le nord avec ses 2 meilleurs amis, Merrick Kell et Lomas Estremont. Et je pense que là-bas, ils ont découvert quelque chose qui méritait plus d'attention. Et quand il en parle dans son journal, c'est très cryptique, mais c'est une vraie obsession. Il en parle comme un lieu d'un grand pouvoir. Et si ce sont ses dernières paroles, s'il a mis tant d'énergie à vouloir le protéger, il veut que ce soit nous qui le retrouvions. Il faudra que tu saisisses le bon moment, que tu rejoignes des patrouilleurs et au cours de la patrouille, que tu puisses saisir un moment pour t'échapper, pour ensuite retrouver la trace du bosquet. Je suis fier de toi, Gareth. T'es le fils que j'ai jamais eu. Merci mon oncle. Les Forrester te doivent beaucoup. J'essaierai de leur faire honneur au mieux pour tout ce qu'ils m'ont appris, tout ce qu'ils m'ont apporté. Je retourne m'occuper du bois du Verrier. Dès que j'ai des informations, je m'arrange pour te les faire parvenir. Toi, essaye de déserter dès que tu en as l'occasion. Et de rester en vie avant tout. Bien sûr, Gareth. Bien sûr.
Au moment où tu te sépares de ton oncle, tu fais quelques mètres et t'es bousculé comme ça par Cale. Ah, Gareth, tu as de la famille qui est venue te voir. Ah, je vois que les nouvelles vont vite. Oui, tu sais, tout se sait à Château-Noir. Et en quoi ça te concerne? Ça me concerne pas du tout. Et il se tourne vers toi en partant et dit très belle carte en tout cas. Elle a sûrement une grande valeur. Garde tes mains dans tes poches. Puis il part. Le lendemain de ton agression, Freya, tu es en train de te promener avec Serra dans les jardins de Port-Réal, les jardins du Donjon Rouge. Et vous êtes en train d'avoir une discussion tout à fait plate par rapport à l'intensité de ce qui t'est arrivé la veille. C'est vraiment de garder la face devant Serra. Je veux vraiment pas qu'elle soit au courant, je veux pas que Marjorie soit au courant aussi. Je comprends pas moi-même ce qui s'est passé la veille, donc c'est difficile de mettre des mots. Et je suis hyper concentrée sur le fait de pas faire de mouvements brusques, parce que j'ai qu'une peur en fait, c'est que la plaie se rouvre et d'avoir du sang qui transperce la robe. Au loin, sur la même promenade, alors il y a beaucoup de gens, il y a des lords, il y a des dames de tout Port-Réal. Tu vois également Astrée, qui est dans également une grande robe, qui a le teint un peu livide, et qui a mis une grande robe assez haute pour cacher la balafre qu'elle doit avoir après le coup qu'elle s'est pris. Et tu la vois loin de toi, elle doit être à une vingtaine de mètres. Ah, c'est Dame Astrée là-bas, non? Oui, en effet. Si tu veux, on peut faire un détour ou se fondre un peu dans la foule pour éviter de la croiser. C'est gentil, Serra, merci. Tu sais, je pratique Astrée depuis pas mal de temps maintenant. T'as l'habitude? Ouais, ça va. D'accord. Merci, c'est gentil. À ce moment-là, je vois qu'elles m'ont vue. Et je m'approche d'un pas décidé vers elle. Alors tu vois qu'elle s'approche, et là, dans un petit recoin, enfin il y a une espèce d'endroit où il y a des petits bancs pour se mettre un peu à l'écart, tu vois le jeune homme de 14 ans, le jeune charbonnier qui dit Psst, Dame Freya, et il te fait un signe comme ça. Alors toi tu le vois évidemment, c'est rare. Et tu vois qu'il a une énorme balafre là, sur tout le côté de la joue, il est un peu amoché. Serra, tu peux rester là juste deux petites minutes, j'arrive tout de suite. Le temps juste de discuter avec Astrée, j'arrive. D'accord, je t'attends. Je file le voir. J'étais persuadée qu'il était mort. À ce moment-là, toi, Astrée, tu arrives au niveau de Serra et tu vois Freya qui part avec. Tu le vois clairement, elle est avec ce jeune homme et il part s'isoler un peu dans un coin. Dame Astrée. Serra, savez-vous pourquoi Freya est partie avec ce jeune homme? Je suis sûre qu'elle va revenir dans un instant, ne vous inquiétez pas. Dame Freya, j'avais peur qu'il vous soit arrivé un malheur après ce qui est arrivé hier soir. C'est moi qui ai eu peur pour toi surtout. Mais merci, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai eu peur et je n'ai pas eu ton courage. Mais vous voyez bien du coup, je vous l'avais dit que vous avez besoin d'alliés à Port-Réal. Vous avez besoin de gens qui vous aident. Je pense qu'avec ce qu'on a vécu hier soir, on est liés. Vous allez sûrement avoir besoin de mon aide pour les temps qui viennent. Pourquoi tu veux à ce point m'aider? Pourquoi tu t'es mis en travers de son épée? Freya, il y a des gens qui cherchent à vous protéger. Mais pourquoi? À ce moment-là, moi, ma patience ne tient plus et je décide de, sans même dire un mot à Serra, me diriger vers Freya. Et alors, il te voit arriver, le jeune, et il dit Dame Astrée. Jeune homme, vous nous avez sauvé la vie hier. Comme je vois Dame Astrée rejoindre Freya et que je me retrouve toute seule, je décide de m'approcher pour écouter ce qui se dit. Je stoppe Astrée qui commençait à parler au jeune homme. Serra, écoute, j'arrive tout de suite. Excusez-moi, mesdames, je ne voulais pas vous déranger. Évidemment, je vous ferai votre livraison de charbon le plus rapidement possible. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Le charbon, c'est très salissant, évidemment. Ne vous mêlez pas de ça, je m'occupe de tout. Il n'y a que en moi que vous pouvez faire confiance pour ce genre de choses. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il te voulait exactement, ce gamin? Il a l'air de s'occuper du charbon. Oui, je l'ai vu. Je comprends pas trop ce qu'il voulait. Je l'ai vu plusieurs fois dans la chambre. C'est lui qui s'occupe de remettre du charbon chez nous. C'est juste un
un petit gamin qui aime bien faire son travail. Voilà. Et il s'excusait platement du fait qu'on n'en ait pas reçu hier. D'accord. Voilà. Et comme je sais qu'il était un peu malheureux de ça, c'est pour ça que je suis allée le voir pour le rassurer. Ça intéresse Damastré aussi, visiblement. Damastré est intéressé par absolument tout ce qui me concerne, malheureusement. Moi, j'essaye de suivre le jeune homme. Bah, en fait, il marche un peu devant toi, mais il sent que tu le suis. Et il te dit oui, Damastré, c'est un soldat Lannister et il nous connaît. Il faut qu'on fasse absolument profil bas, sinon ça ne peut que retomber sur nous. On a peu de poids face à sa parole. Et on risque d'être lourdement châtié si cette personne nous retrouve. Je sais que c'est pas très pratique, parce que vous êtes deux dames de compagnie qui seront souvent mises en avant et qu'on voit un peu partout dans le Donjon Rouge, mais je ne sais pas quel est le poids de cet homme et ce qu'il peut à l'encontre de nous. J'avais prévu de ne rien dire de toute façon. Sais-tu pourquoi il nous attaquait? Je ne sais pas. J'étais juste demandé de surveiller Lady Freya. Et il part, il voit un autre groupe de nobles qui approchent de vous et il se sépare de toi et il te laisse seul. Vous croisez d'un coup Marjorie Tyrell au coin d'un buisson et elle vous dit « Ah, les filles, vous êtes là. Venez, je crois que la reine a à nous parler. À me parler. » Freya et Serra vous rentrez dans la grande salle du trône et vous voyez au loin Cersei Lannister. À ses côtés, il y a Astrée, qui est également là, qui a la tête un peu baissée, qui a un air un peu grave. Et vous voyez Marjorie Tyrell qui s'avance vite vers Cersei et les deux sont en train de discuter l'une avec l'autre. Alors vous approchez d'elle et Cersei dit « Ah, Marjorie, voilà donc vos deux fameuses dames de compagnie. Il semblerait qu'elles aient des calendriers assez étranges ces derniers temps. Il semblerait que leur fréquentation laisse un peu à désirer. » Je m'incline. Votre Majesté, pardonnez-moi, mais je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire. Ne jouez pas la plus stupide avec moi. Vous targuez dans le trône de fer allégeance à la couronne, et ensuite vous négociez dans mon dos avec mon frère Lord Tyrion. Cela est plus que je ne puisse en supporter. Marjorie, je crois que ce genre de comportement mérite une sanction exemplaire. Et je pense que vos dames de compagnie s'arrangeront très bien de ne pas être présentes à vos côtés au mariage de Geoffrey. Pardonnez-moi, mais je prends l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Serra n'est absolument pas au courant et elle ne mérite pas d'être... Vos choix ont des conséquences, Dame Freya. Il est peut-être temps pour vous d'en prendre conscience et de les assumer. Et elle tourne les talons, elle s'en va, elle regarde Astrée, elle dit « Astrée, viens ». Je sais pas quoi faire en fait, et je suis la reine. Et là, il y a Marjorie qui se retourne vers vous, et elle a un regard glacial. Vous voyez qu'elle dit rien, mais elle vous regarde et elle vous dit Est-ce vrai, Freya? Je négocie dans mon dos et dans celui de la reine avec son frère Lord Tyrion. Pardonne-moi, Marjorie, À ce moment, alors que tu sais tout ce qui est en train de se jouer avec le mariage, avec toutes les pressions qu'on me fait, tu as déjà essayé de m'influencer, et tu as déjà essayé de me pousser à t'aider. Tu vois où cela nous a menés? Et maintenant, si je te dis non, tu vas conspirer dans mon dos? Je n'ai pas voulu conspirer, Marjorie, je vous assure. Toutes vos actions en tant que dame de compagnie de ma personne reflètent qui je suis. Et toutes vos errances se répercutent sur ma personne. Nous sommes désolés, Lady Tyrell. Non, Serra, ne prends pas la responsabilité sur tes épaules. Marjorie, encore une fois, elle n'y est pour rien. Serra n'y est pour rien. Il n'y a que moi qui suis responsable de tout ça. Dans mon dos. Tu l'as fait dans mon dos. N'ai-je pas toujours été une bonne amie pour toi et pour ta famille? Bien sûr que si. La reine a raison. Je ne peux malheureusement pas vous emmener au mariage avec moi. Ce sera Serra qui s'occupera de ma coiffure et de ma robe pour le mariage. Bien. Viens avec moi, Serra. Et tourne les talons, elle s'en va. Te laissant seule. Je reste là quelques instants. Et à ce moment, je sais que j'en peux plus. J'ai jamais aimé tout ce qui est jeu de pouvoir. J'ai jamais aimé ça. Et avec tout ce qui s'est passé la veille, en fait, c'est trop pour moi. Je sais qu'à un moment, je vais devoir choisir entre rester dame de compagnie ou juste partir discrètement, mais essayer de partir en vie. Tu sens qu'entre l'allégeance à ta famille et l'allégeance à Marjorie Tyrell, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu et ça commence à être l'équilibre précaire
que tu as parfaitement su maintenir pendant 3 ans. Mais maintenant, en plein cœur de Port-Réal, ça te paraît de plus en plus compliqué. Roderick et Ethan, vous êtes réveillés en sursaut, c'est la nuit est tombée depuis longtemps, mais vous voyez des torches aux fenêtres de vos chambres, enfin loin, vous voyez toute la cour d'Irongrass qui est éclairée, il y a un bazar sans nom, vous entendez des hommes qui crient, des hommes qui tapent sur leur bouclier, vous savez pas trop ce qui se passe. Et Ethan, il y a Talia qui débarque dans ta chambre qui dit « Ethan, qu'est-ce qui se passe? Il y a des soldats Whitey dans la cour, je sais pas ce qu'ils font, mais il faut qu'on arrête ça !» Ouais, je sais pas, on va voir Roderick. Toi, Roderick, tu vois... Ils sont en pyjama, Ethan et Talia qui te rejoignent. Je m'habillerai en vitesse et je descends voir ce qui se passe en fait. Quoi. Vous arrivez dans la cour, alors vous voyez qu'il y a Montrose et William arrivent, il y a Elissa Forrester qui arrive, tout le monde de toute façon était réveillé par le tapage. Vous voyez effectivement des hommes Whitey qui sont un peu en rang, qui frappent sur leur bouclier comme ça. Et vous entendez un rire très fort et devant toute cette foule de soldats, vous voyez Harris Beskerk, le maître d'armes de la famille Whitey, qui vous fait face et en riant. Que se passe-t-il ici? Il prend une torche et il la jette sur un petit tas de bois qui s'enflamme. Regarde-toi, Montrose, il te dit « Tiens, le maître d'armes a changé. Où est le dernier? Il me semble que je tenais sa vie au creux de ma main la dernière fois que nous sommes croisés. Il est décédé ?» Non, il est parti. Excusez-moi, j'ai oublié de faire les présentations. Il s'écarte comme ça et avance un jeune homme qui doit avoir 18 ans, qui a des grands cheveux blonds, qui a un regard mauvais, voilà, un nez un peu Camus. Juste à ses traits, vous sentez que c'est quelqu'un de mauvais. Et Harris Beskerk dit que tout le monde salue Griff Whitey, le 4e fils de Lord Whitey. Et vous voyez ce jeune homme qui est en armure, qui avance vers vous et qui s'arrête devant vous. Et Harris Beskerk dit « Présentez vos respects !» Quand il arrive, j'incline la tête. Je fais pareil et je regarde Montrose. Je lui fais un signe. Roderick, tu es en vie apparemment. Roderick l'arrogant, on t'appelait à l'époque. Il semble que ce ne soit plus vraiment le cas, j'imagine. Je pense avoir perdu un peu de mon arrogance, mais... Oui, ça ne m'étonne pas, vu l'état de délabrement de ta maison. Je suis venu prendre la tête de cette garnison, selon les directives de mon père. Parce qu'apparemment, ça ne se passait pas de la plus calme des manières. La faute à qui? Est-ce que tu es en train d'accuser mes hommes de s'être mal conduits, Roderick? Peut-être un peu provocateur. En même temps, regarde, dans quelles conditions vous les avez accueillis. Vous les laissez là, traîner dans votre cour, s'installer comme ils le peuvent, sans véritable quartier. Nous avons essayé de les sustenter comme il se fallait, mais s'ils ont des doléances qui nous les présentent. Ils en ont. Les conditions dans lesquelles ils sont reçus sont absolument pitoyables. S'ils ne sont pas heureux, je ne suis pas heureux. Et si je ne suis pas heureux, personne n'est heureux. Je propose que mes soldats s'installent dans le grand hall. À partir de maintenant, nous dormirons directement dans le hall des Forrester. Il te pousse, William, pour t'écarter comme ça. Tu vas pas les laisser faire. Je fixe Roderick, les yeux dans les yeux, et il comprend dans mon regard que ça va pas se passer comme ça. Je ne peux pas accepter une telle demande. Mais je me fiche que tu acceptes ou non, Roderick. Je suis le seul lord ici dont la parole a de la valeur. À moins que tu ne désires peut-être m'en empêcher. Vous savez, Lord Whitey, le hall est... Il y a beaucoup de circulation d'air, il y fait froid et humide. Peut-être qu'on aurait aussi vite fait de monter une espèce de cabane, faire un préau et faire... Oui, bien sûr, Forrester. Je serai seul juge et maître de ce qui va se passer avec mes hommes à partir de maintenant. Bon, allons prendre nos quartiers, messieurs. Bonne soirée, tout le monde. Et il commence à monter les escaliers. Lord Roderick, peut-être... nous pouvons rendre leur séjour pas assez agréable. Comme ça, ils vont rapidement, de même, découper du hall et aller retourner dans leur... Faisons ça. Attends, c'est fini la bienveillance avec eux. Quoi? Mais c'est rien du tout. Vous êtes en train de parler de leur donner une petite tapette quand ils sont en train de nous humilier. Que veux-tu faire, Ethan? Je ne sais pas, mais brûlons-nous autant que nous y sommes. J'en sais rien, mais je ne peux plus supporter de les avoir toujours à la même vue. C'est impossible, j'en peux plus. Je dois toujours avoir la tête basse. Ça me brûle. Montrose, faites quelque chose. Vous avez vu, ça nous a amené de chercher la rivalité. Je ne souhaite pas il y ait encore du sang versé, que encore des Forrester meurent. Mais on va tous mourir dans tous les cas. C'est ridicule. On va pas mourir. Autant partir.
Autant partir là ce soir et s'en aller, on n'est même plus chez nous. Ça n'a aucun intérêt, on défend quelque chose qui ne nous appartient même plus. Nous sommes comme chez nous ici. Ironraz est notre demeure. Et non celle de White Hill. N'en parlons pas ici, nous en parlerons demain ou un autre jour dans le bois sacré, mais il y a des oreilles qui peuvent traîner ici. Nous verrons quelle attitude adopter. Vous êtes dans le bois sacré, à l'extérieur de la maison des Forrester, à l'abri des oreilles indiscrètes. C'est un peu le dernier lieu dans lequel vous ne ressentez pas la présence des White Hill. C'est là où vous êtes vraiment tranquille, vous avez votre petit carré secret. Vous êtes tous réunis avec Elissa Forrester, avec Maître Horton Green, avec William, la sentinelle, et Montrose Colbir. Il y a également Talia, et vous êtes en train de discuter un petit peu de la marche à suivre pour les prochaines semaines. Je tends un mot que j'ai écrit à Roderick, dans lequel j'explique que j'ai fait partir une lettre au point pour prévenir Gwyn des agissements de son frère. On verra enfin ses intentions, si elle œuvre vraiment pour la paix, ou si ce n'était qu'une façade. Et si ce n'était qu'une façade, je propose qu'on empoisonne à petit feu les soldats du hall, histoire de leur donner envie de partir le plus rapidement possible. Je ne suis pas expert en poison, mais couper certaines boissons avec du lait de pavot. Après, Monseigneur, il y a toujours le risque que malheureusement les White Hill s'en rendent compte. Cela me met dans une position un peu ambiguë parce que ma charge de maître est censée être neutre, quel que soit le seigneur que je sers, et je ne pourrais pas me permettre d'empoisonner vos ennemis, quels qu'ils soient. Il faudrait que du coup quelqu'un s'occupe de cette tâche. Moi, ça m'aurait intéressé de voir Gwyn Whitehill ou même Lord Whitehill au besoin pour lui expliquer que s'il veut que le rendement du bois de ferrugier s'améliore, comme il a tout intérêt, eh bien, il faudrait qu'il soit un peu moins envahissant et un peu plus compréhensif avec nous, en fait, pour que soit dans de meilleures dispositions pour travailler, en fait. Si Gwyn arrive, je propose qu'on fasse une entrevue entre vous, William, Gwyn, Lord Griff et moi-même. Il y a Maître Horton Green qui arrive avec une lettre. Alors il dit Malcolm a bien retrouvé Duncan, mais ce n'est pas lui qui m'a envoyé cette dernière lettre. Malcolm est mort. Il est mort à Essos, en essayant de récupérer Duncan. Tout de suite, Elissa, elles font en larmes, elles font en sanglots. Comment est-il mort? Qui a envoyé la lettre? C'est Duncan. Il pense pouvoir revenir avec Harald. Ils vont essayer de récupérer une troupe auprès de la Khaleesi, Daenerys Targaryen. Malcolm, c'est très bizarre comme ils en parlent, mais apparemment il s'est fait tuer par un dragon. Et Harald est grandement brûlé. Un dragon? Oui, je sais, ça paraît complètement... Les dragons sont morts avec les Targaryens? Apparemment, il y a une jeune femme, une jeune descendante Targaryen qui en possède 3. Dès qu'on apprend la nouvelle de la mort de Malcolm, je me précipite vers Melissa pour la soutenir dans sa peine. Elle est complètement brisée parce que Malcolm, c'est le dernier membre de sa famille qui lui restait, qui était en vie. Même s'il n'avait pas d'enfant, c'était le dernier Branfield, et du coup, avec lui, s'est éteint la lignée des Branfield. Y a-t-il un moyen de contacter Duncan? S'il laissé un endroit où on peut lui écrire? Apparemment, il est en mouvement et il essaie de faire au plus vite pour essayer de revenir à Westeros, mais je ne sais pas s'il va réussir à récupérer une armée. Si Duncan revient, je pense lui autoriser une relation avec Gwyn Whitehill. Mais en quoi cela arrangera les choses? Ça ne va juste faire que provoquer encore plus les Whitehill. Je ne suis même pas sûr que Gwyn Whitehill soit encore du moins émerveillé par cette relation. Il me semble que ça s'est mal terminé il y a 3 ans. Ça s'est mal terminé à cause de notre père. C'est vrai que Gwyn Whitehill, ça pourrait être un bon appui chez les Whitehill, mais si vous voulez vraiment réussir à faire la paix avec les Whitehill et que ce soit un pilier, il faudrait que ce soit toi qui l'épouses, et non pas Duncan. Parce que c'est toi le seigneur de ta maison. En effet, je pourrais prendre cette option. Sachant qu'avec Elena, peut-être que tu m'as l'air un peu au point mort. Peut-être, Lord Roderick, que vous souhaiteriez avant discuter avec Duncan. Oui, cependant, je ne sais pas quand Duncan arrivera. Et malheureusement, nous manquons de temps. Je vais retenter une chance avec Elena. Mais si jamais ça ne se fait pas, je me tournerai vers Gwyn. Je croyais que tu aimais Elena.
Oui, je l'aime. Mais la survie de notre famille est plus importante que l'amour, peut-être. Et fait-on la guerre? C'est toi qui me parlais de survie, Ethan. De survie de notre famille. Quand je fais quelque chose pour mettre en place cette survie, tu me le reproches sous prétexte de l'amour? C'était une question, pas une agression. Je comprends pas. Des dragons? Gareth, tu es dans la cour de Château Noir. Tu es entouré de tes deux plus proches camarades. Et il y a Jon Snow qui passe te voir et qui te dit Gareth, ton oncle est passé, non? Il est passé. Et qu'est-ce qu'il voulait? Me présenter ses amitiés et me donner des nouvelles du Nord. Bien, mais toute cette vie-là est derrière toi, hein, je te rappelle. Essaye de te détacher émotionnellement de ce qui se passe dans le sud. Tout ce qui est en dessous des murs ne nous concerne plus. Je sais, mais tu sais aussi bien que moi que avoir son oncle auprès de soi peut être bénéfique. Ton oncle est patrouilleur également. Oui, mon oncle a disparu il y a très longtemps. Nous n'avons pas encore retrouvé sa trace, mais je ne désespère pas avec une patrouille prochaine de pouvoir le retrouver. Je t'y aiderai si c'est possible. Avec plaisir. Il y a un espèce de gros tapage comme ça, et en fait vous voyez des nouvelles recrues qui sont amenées devant l'estrade où Griffroy va faire un de ses fameux discours. Et là d'un coup Gareth, tu te figes, t'es tétanisé, terrifié, parce que tu vois que parmi ces nouvelles recrues, parmi ces hommes, tu vois un homme à la coupe blonde au bol que tu reconnais bien, puisque tu t'es déjà confronté à lui dans la demeure des Colbir. C'est l'homme, le seul survivant que tu as laissé, qui a massacré tous les gens de la demeure des Colbir. Je reconnais directement sa coupe de cheveux immonde. Je revois son visage, je le revois s'enfuir. Je me dis que lui, jamais je pourrais l'appeler mon frère. Y a un problème, Gareth? Cet homme-là, parmi les nouvelles recrues, c'est un White Hill. Il fait partie de ceux qui ont tué ton frère. Et ce sera bientôt un de mes frères. Je t'ai demandé une chose, Gareth, c'est de réussir à mettre de l'eau dans ton vin et à oublier le passé de chaque personne qui veut venir ici. Ça vient d'arriver là. Tu peux rester calme devant tout ça. Tu vas réussir à l'appeler ton frère. Je n'ai pas le choix. Et il n'aura pas le choix non plus. Dès que j'aurai le dos tourné, il va vouloir m'assassiner. J'en suis sûr et certain. Essaye de te tenir, d'accord? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que tu peux me promettre qu'il n'y aura pas de grabuge? C'est déjà la deuxième promesse que tu me demandes, contre mon gré. Celle-là risque d'être encore plus difficile que la première. C'est une promesse que vous devez vous faire envers vous-même. Vous êtes des membres de la garde de nuit. Et c'est ainsi qu'on attend de nous que l'on se comporte. Et il part et il te laisse. Et tu vois ce garçon d'à peu près ton âge, au regard mauvais et à la coupe blonde au bol, qui chacun d'entre vous vous regarde dans les yeux et s'arrête sur toi et te jette un regard mauvais et provocateur. Je vais respecter mes vœux. Je vais le traiter comme mon propre frère, du moins en apparence. Je vais pas trahir la confiance de Jon et je vais rester à ma place. Night gathers, and now my watch begins. It shall not end until my death. I shall take no wife, hold no lands, father no children. I shall wear no crowns, and win no glory. I shall live and die my post. And there I am the is sword in the no darkness. I am the watcher on the walls. I am the shield that guards the realms of men. I pledge my life and honor to the night's watch, for this night and all the nights to come. Here's your mother. Here is your kin. Shall they be home when battle comes? Shall they be home when you'll be gone?
Harald, je serais vous, j'aurais économisé cette eau. Nous avons encore... Puis j'avais un peu soif aussi, hein. Accessoirement. Il y en avait encore un petit peu. Non, moi je croyais qu'il restait un Non, peu. mais non, Ok. je considère que tu l'as vu. D'accord, d'accord. Ok, je l'ai vu. Ok. Ah ok, bon c'est le dragon. Alors, le dragon. Bah moi après avoir attendu... Tu la vénères, mec. Ouais, je les vénère. Tu la vénères, donc je vais te dire. Alors, 1, en fait, il te gueule dessus. 2, il bat des ailes pour essayer de t'effrayer. 3, 4, il te mord. 5, 6, il te crache du feu. Ouais, attends. 1, je survis, 2, je survis. Ouais, non, grosse. Oh, il crache du feu, merde. Et il y a Duncan qui est à côté, on va pas le sauver. Ah, je ne sais pas, mais on va voir. Alors, bah, je vais te faire les dégâts, mec. Alors, les dégâts, ça fait très mal. Alors, fais un test d'agilité. Encore? Oui, pour voir si tu arrives à te jeter. T'es mal, ouais, tu reprends une blessure. Parce que le dégât c'est 8, ça ne compte pas l'armure. Et il faut réussir à faire 15 pour diviser les dégâts par 2. What? Les Ouais. 15 avec 2 dés. On va lancer un petit dés. Let's go, allez. On revient tout de suite. On peut faire copain avec Dan Dragon? Ah ouais, ce que j'allais dire. Ça c'est l'aventure de Duncan. S'il peut ramener des dragons avec lui, ça peut être pas mal. Hein. Ok, à la limite, bon, il y a un peu de bois qui brûle. Ouais, Certes. bon. Ça fera une jolie flamme bleue, regarde. Bah, c'est le pot de faire chier quand même. Alors ça, je peux vous le dire, c'est un mini spoil, mais Malcolm, comme c'était un ancien fidèle des Targaryens, en fait il rejoint Daenerys Targaryen. Et donc ça aurait pu être un allié puissant parce que du coup il est rallié à sa cause, mais il est mort. C'est terminado. Allez, ça y est, c'est terminé. C'est sûr qu'il est mort? Oui, il est mort. Ah mec, il s'est fait bouffer, mec. C'est Tu as face à toi ces deux hommes complètement blessés l'un l'autre qui n'arriveront pas à monter sans ton aide. Oh mon dieu. Time to choose. La mort. Mais t'es un peu useless maintenant. C'est sur toi que ça tombe, mais je te laisse choisir. Non, je remonte voir Duncan. Il est déjà mal en point, j'arriverai pas à relever les deux. Ah, ni l'un ni l'autre. Elle laisse... Ok, alors refais-le moi refais-le moi en mode comme ça où t'as une espèce de prise de conscience.